Bonjour, alors je vais vous présenter notre voilier Almarita, qui est un Gypsy 106 Plus de 1984, en version dériveur lesté. Alors pour résumer vite fait, sa coque fait 10,80 m de long par 3,60 m de large. Le tirant d'eau est entre 1,20 m des rives relevées et 2,10 m des rives basses. Et il s'agit de la version plus, qui veut dire que le mât fait 1 m de plus que la version standard. Donc on arrive à 13,60 m de hauteur de mât. Il y a aussi 2 étages de barre de flèche, contrairement à la version de base. Alors il a été entièrement rénové et énormément amélioré entre 2016 et 2019 en vue d'un grand voyage. On a vécu 6 ans dessus et au final on a navigué 3 années avec. Alors je vais pas vous faire tout l'inventaire du matériel qu'on a rajouté, modifié, etc. Mais je vais essayer de vous montrer le bateau avec un maximum de détails. Pour l'inventaire, vous n'hésitez pas à me demander en commentaire. On va faire une petite visite rapide du pont, puisque là maintenant le bateau est à sec sur un chantier. Donc on va commencer par le cockpit qui contient largement 6 personnes. Le bateau est homologué pour 8, mais si on passe marcher dessus, je pense que 6 c'est bien. Il y a une très grande capote qui protège bien des embruns, même si ce bateau mouille vraiment pas beaucoup. On est rarement mouillé à l'intérieur du cockpit. Je vous laisse regarder un peu le pont et puis on verra en détail un petit peu plus tard tous les systèmes de dérive et de panneaux solaires, tangons, etc. Donc là le bateau était hiverné, ce qui fait qu'il n'y a plus les boots ni les voiles à poste. Donc retour au cockpit, on voit la console de la barre à roues qui n'est pas d'origine. J'ai rajouté le contrôle du pilote et surtout la commande du moteur qui à portée de main avant, c'était au fond du cockpit et ça c'est très très agréable pour les manœuvres de port. C'est très pratique à utiliser. Bon, le compas évidemment, et donc cette petite console là qui peut contenir aussi une tablette qui prend pas beaucoup de place. Il y a une prise USB aussi pour charger ce qu'on veut à cet endroit là. Qu'est-ce qu'on voit? Donc le piano avec énormément de bloqueurs qui ont été rajoutés à l'origine. Il y a eu de la strate de fête pour que tout ça tienne ici. On a tous les riz, toutes les drisses, voilà, tout a été disposé de façon à ce que rien ne gêne et en l'occurrence c'est le cas. Ici on a 2 répétiteurs qui sont multifonctions chez Garmin. Encore d'autres bloqueurs surdimensionnés qui sont très très bien, c'est du spin lock tout ça. Tous les winches sont self-tailing, il y en a 4 au total sur le bateau, et les winches d'écoute sont vraiment très gros et très bien dimensionnés pour faire le boulot. J'ai fabriqué une table de cockpit sur mesure pour ce bateau. L'idée c'était vraiment d'avoir une table qui se replie complètement, qui prend pas de place en navigation, pour pas se gêner pendant les manœuvres et au port, voilà, qu'on ait la plus grande table possible. Donc elle a des charnières un peu spéciales, on peut la verrouiller et pour pas qu'elle elle s'écroule dès qu'on tape dedans. Et elle n'a pas de pied comme vous voyez, ce qui est très très pratique pour circuler. Et elle se replie vraiment en un clin d'œil. Voilà une petite photo avec du monde autour de la table pour se rendre compte de la surface du cockpit et de la table. Donc là en avançant on voit les hublots qui ont été changés avant le départ et qui sont maintenant en 4 morceaux pour éviter les fuites au lieu de 3 à l'origine. Ici on voit un palan qui a été rajouté sur le bout de relevage de la dérive pour que ce soit bien plus agréable à relever et donc à manipuler, ce qu'elle doit faire dans les 100 kg je pense facilement. On voit aussi le panneau solaire de 60 watts qui a été installé sur le capot de descente. Le tangon est assez grand et costaud. On s'en est beaucoup servi parce que le génois est quand même très très grand. On est sur du 140% de recouvrement. Ce qui fait qu'on s'en sert quand même très souvent ce tangon. Je voulais vous montrer aussi ce chômeur qui a été rajouté un peu en avant sur tribord pour faciliter les amarrages en équipage réduit. En continuant un peu sur l'avant, on va découvrir le guindeau et la baille à mouillage. Le guindeau a un moteur de 1000 watts qui se trouve dans la cabine à l'avant, à l'intérieur, ce qui évite qu'il rouille et que pendant les manœuvres on se prenne dedans. Dans cette baille à mouillage, on va avoir les 2 commandes donc, pour relever et descendre la chaîne. On va avoir 60 mètres de chaîne la limousine de 10 et les reprises de cadène là, pour l'été largable à l'avant
qui se reprend donc sur l'étrave du bateau. C'est hyper costaud, ça bouge pas. Le Davier, lui, il a été fait sur mesure pour ce bateau, cette ancre en particulier, qui a une forme moderne, donc c'est une Vulcain de chez Rockna de 15 kg, et qui est vraiment impressionnante. Quand elle est plantée, elle bouge plus du tout, et voilà, on a eu entièrement confiance en cette ancre pendant notre voyage. L'enrouleur, lui, c'est du Profurl, et il a été changé avant de partir. On était entre deux tailles pour ce bateau, et on a choisi la taille au-dessus. En revenant vers l'arrière du bateau, on va trouver principalement le télélargable textile qui était ajouté et qui reste à poste quasiment au pied du mât pour pas que ça claque contre les haubans. Voilà, j'ai trouvé une position assez intéressante qui gêne pas. On peut le voir ici en action. Sur cet télélargable, on installe un solent arisable qui reste après la plupart du temps sur le pont, prêt à être envoyé en permanence, et du coup on s'en sert énormément. Dès qu'on est au près et qu'il y a un tout petit peu de vent, on envoie ce solent qui est vraiment fantastique. Le gréement dormant, lui, a aussi été changé complètement, et on a opté pour un système Stelock qui permet de réparer très facilement partout où on est dans le monde en changeant uniquement le câble, sans certisseuse ni quoi que ce soit. Le mât avait été révisé et des embouts de barres de flèche changés. En haut du mât, on va retrouver un anémomètre à ultrasons de chez LCJ, des feux de position LED et puis une antenne AIS. Toutes les drisses, les trois ris et la bordure de la grand-voile repartent du pied de mât pour retourner au cockpit. La baume et le vide-mulet sont du Selden qu'on a changé avant de partir, auquel on a ajouté un fin de baume avec les deux réglages qui reviennent au cockpit. Le frein de baume est vraiment efficace et très performant pour ce bateau. On voit ici son accroche, ici le point d'écoute du palan. J'ai rajouté des lignes de vie au centre du bateau pour plus de sécurité qui permettent d'aller prendre des ris tout en restant attaché depuis le cockpit et d'aller au pied du mât. Pour le reste du temps, il y a des points d'ancrage un peu partout à l'avant du bateau. Dans le cockpit, on peut s'attacher même sans sortir de la descente, et après il y a des pontées un peu partout pour s'attacher. À l'arrière du bateau, on va retrouver la survie, qui est une survie 6 places, qui est stockée sur un support soudé au balcon, donc elle est prête à être larguée directement si besoin. Il y a une plage de bain assez grande avec sa petite échelle, et un portique qui a été fabriqué sur mesure pour ce bateau, qui est vraiment solide et bien pensé, avec un panneau solaire inclinable de 245 watts, très performant, un filet pour stocker les fruits et les légumes, et puis un support d'antenne avec deux antennes GPS et une antenne de transpondeur AIS. Ici, on va retrouver le ridoir du Patara. On va passer au coffre de cockpit. Donc là, on est sur le coffre bâbord qui va contenir tout un tas de boots et diverses choses. Ils sont vraiment grands. Nous, on rentrait un vélo, un kayak, tous les bidons, les jerrycans, etc. Dans le coffre central, on va retrouver le mouillage arrière avec 10 mètres de chaîne, les rames, l'annexe, deux bouteilles de gaz de 6 kg, des cubes, avec le détendeur. On va avoir une douchette qui est accessible par le dessus, et puis dessous on va retrouver un coffre qui contient tout le système de gouvernail avec le retour des drosses, de la barre à roues, les fixations du vérin hydraulique et des capteurs de pilote. J'en profite pour dire que j'ai changé le système de drosse de la barre à roues qui avant était à base de câbles dans des gaines, et c'était vraiment peu performant et irréparable en cas de casse. Donc là maintenant on a des renvois de poulies qui partent de la barre à roues en Dynéma pour arriver ici. C'est réparable et beaucoup plus performant au niveau du toucher de barre. Au niveau du coffre tribord, on va avoir une entrée d'eau douce qui permet de se brancher sur le quai et d'avoir de l'eau directement en pression à l'intérieur sans passer par les pompes et les réservoirs. Ici on a la pompe de cale qui a été déplacée pour pas gêner justement le coffre dans lequel elle était à l'origine. Ensuite dans le coffre on va trouver une petite étagère qui permet de stocker tout un tas de bricoles et un cache qui va justement protéger le vérin hydraulique qui est en bas et en haut la pompe hydraulique. J'ai oublié de prendre le vérin en vidéo, désolé. On va pouvoir passer à l'intérieur du bateau.
avec donc sur tribord une cuisine en L et qui se prolonge un petit peu dans la soute. On va voir ça plus tard. Sur bâbord, donc la table à cartes qui est assez grande avec tous ses rangements, l'ordinateur, etc. Dans la descente, on a le panneau de contrôle du moteur. La cabine donc bâbord qui n'a pas été beaucoup transformée en termes d'espace. Bon, par contre, il y a toute l'électronique et les batteries qui sont dessous. Le matelas. Et le carré. Avec le tube en inox qui permet de passer le bout de le relevage de la dérive. Et la table qui se déplie, bien évidemment, complètement. Sur bâbord, les étagères ont été complètement rajoutées. Il y avait une bannette de quart, a priori, à cet endroit-là. La partie bibliothèque aussi a été rajoutée. Il y a des enceintes. Sur tribord, des étagères aussi ont été rajoutées complètement, les parties bleues, qu'on verra un peu plus tard. En partant du carré, en allant donc sur l'avant du bateau, on a sur bâbord des grands tiroirs sur coulisses. Sur tribord, on a les WC avec la douche, et puis à l'avant, la cabine. Ici, on voit les pontilles qui étaient renforcées en bois exotique, et c'est le point faible des gypsies qui a été corrigé. Au pied de la coursive, on a un coffre dans lequel a été installé un sondeur qui fait donc profondeur, speedo et température, avec son bouchon pour les maintenances. Sur bâbord, on a 3 grands tiroirs sur coulisses inox qui permettent de stocker tout un tas de vêtements, pharmacie, etc. Très très pratique, à l'origine c'était une penderie. Et tout en bas, on retrouve le reste de la penderie justement, un coffre à chaussures ou linge sale comme on veut. On passe dans la cabine avant, avec sa penderie sur bâbord, des petites étagères des deux côtés, et puis au fond, on a donc des matelas en latex. Là, les vaigrages ont été complètement refaits. Et parce que le bateau a été isolé, il faut savoir qu'il a été isolé avec 2 cm de liège absolument partout où c'était possible, au-dessus de la ligne de flottaison. Et on ressent vraiment la différence en termes d'isolation thermique et phonique. Il n'y a aussi aucune condensation sur les parties isolées. On retrouve uniquement de la condensation sur les panneaux de pont et les hublots. On retrouve aussi dessous les matelas 5 grands coffres qui contiennent les voiles, les spies, etc. Dont un coffre qui a été rajouté par mes soins. Tout au fond, on va retrouver le moteur du guindeau dont je vous parlais tout à l'heure, qui est accessible ici. Au niveau de la douche et des WC, quasiment tout a été refait. J'ai cassé une grande partie de l'installation d'origine pour installer des toilettes avec un réservoir à eau noire. Et donc moi, dans l'idée, c'était d'avoir des toilettes les plus propres possibles, enfin du moins les plus faciles à nettoyer. Et j'avais horreur des toilettes qui sentent la pisse là. Et donc ici, il suffit d'un coup d'éponge après avoir pris sa douche, juste pour nettoyer. Un coup d'éponge, un coup de raclette, et voilà. Et donc nous, on a toujours pris notre douche ici dans le bateau plutôt que d'aller dans les sanitaires pendant le voyage. On a de l'eau chaude bien sûr, et puis il y a une pompe qui aspire l'eau de la douche. Au niveau des toilettes, c'est très simple, c'est une grosse pompe de cale qui aspire l'intérieur des toilettes et en même temps l'eau de la mer, plutôt que les toilettes classiques qui poussent de l'eau à l'intérieur et voilà, qui consomment beaucoup plus d'eau. Donc c'est une pompe très facile en termes de maintenance et en termes de prix aussi. Et il suffit de pomper pour envoyer l'eau dans les réservoirs ou directement à l'extérieur. Et on peut faire le chemin inverse, c'est-à-dire pomper depuis le réservoir pour l'envoyer à l'extérieur quand on doit vidanger, ou alors on peut vidanger par une nappe qui est sur le pont. Voilà le réservoir qui se trouve derrière les toilettes, donc j'ai fabriqué sur mesure vraiment pour ce bateau pour avoir un maximum de volume. Il a une trappe de visite si jamais il y a besoin. Dessous le lavabo, on a la pompe électrique de la douche avec son filtre
qui est facilement nettoyable. On a aussi le pommeau de douche, une vanne 3 bois qui permet de sélectionner si on veut vidanger le réservoir des toilettes ou non. On a une vanne pour le lavabo et une vanne pour l'évacuation de la douche. En haut, on retrouve le mitigeur pour la douche. À savoir que on peut arroser partout avec de l'eau pour nettoyer, etc. Tout est étanche et tout se retrouve dans le bac à douche ici. Dessous les toilettes, on a accès à deux grosses vannes qu'il faut fermer avant de naviguer. Et c'est pareil, on peut arroser et nettoyer à la brosse là-dessous si vraiment il y a besoin. Dans le carré, on a une toile anti-roulis sur bâbord uniquement, qui se démonte très facilement. Dessous les banquettes du carré, on a des réservoirs d'eau douce de chaque côté, pour un total de 332 litres. Ces réservoirs ont été stratifiés directement sur la coque en époxy, avec des compartiments anti-roulis à l'intérieur et des trappes de visite. Un gel côte époxy a été appliqué à l'intérieur et tout est vraiment hyper facile à nettoyer et accessible. Au niveau du carré, il y a aussi beaucoup de rangements un peu partout, que ce soit des coffres ou des placards. Voilà, c'est énorme le rangement qu'il y a ici. Sans compter les fonds où on peut mettre des bouteilles. Ils sont pas très profonds, mais on peut quand même mettre des bouteilles et quelques conserves, quoi. Dans le carré, on tient 700 stacés. La table est assez grande et vraiment stable pour le coup. Tous les éclairages sont en LED. On voit ici un éclairage d'ambiance qui a été rajouté sur les côtés. On passe maintenant à la cuisine avec un évier double bac, de l'eau chaude évidemment, une prise d'eau de mer avec la petite pompe blanche qu'on voit, une pompe à main, une gazinière de feu avec un four, et entre les deux, dans le coin, le frigo qui lui a été complètement désossé pour le réisoler entièrement, que ce soit le couvercle ou tout le fond. Le moteur a été changé, l'évaporateur a été changé là très récemment. Grâce à l'isolation renforcée, on a des glaçons très facilement, le frigo consomme très très peu et le moteur est vraiment silencieux. Il se retrouve là-dessous. Donc au-dessus du moteur, là, on a un espace assez grand pour mettre les poêles et les casseroles, cocotte minute, voilà. On voit deux vannes donc à fermer avant de partir en mer, vanne d'eau de mer et vanne d'évacuation de l'évier. Et on peut accéder à ces vannes sans tout ouvrir en passant par le carré directement. Le four de la gazinière fonctionne bien, on a fait du pain, des pizzas, cuit du poisson, etc. comme à la maison. Derrière tout ça, on trouve quatre espaces de rangement, deux tiroirs, un placard avec une prise 220 volts et une sorte de coffre bien pratique pour stocker les bouteilles. On a aussi une prise de 120 volts là, à côté de l'évier. Au niveau de la table à cartes, on a trois tiroirs qui desservent la cuisine aussi pour découvrir divers rangements, plus un gros tiroir pour la poubelle avec des produits ménagers. Tout ça, c'est sur des glissières inox très résistantes, avec des loquets pour bien les verrouiller avant de partir en mer par contre. Et de ce côté-là, on a un placard pour tout ce qui est bouteilles et divers rangements. Il faut éviter de mettre des conserves parce qu'il y a le gyroscope du pilote à cet endroit. Dans la continuité de la cuisine, on retrouve une cabine qui a été convertie en soute avec des très très gros tiroirs de rangement, donc ça c'était très pratique. On a pu stocker nos céréales et tout un tas de choses lourdes et volumineuses. Ces tiroirs se verrouillent quand on est en navigation, c'est vraiment important pour pas qu'ils s'ouvrent, avec les loquets qui vont bien. Juste derrière, on a ajouté une penderie à cirer qui peut être mouillée d'eau de mer, c'est pas un souci. On a aussi prévu un emplacement pour un chauffage à air pulsé. Donc on a des départs de gaine d'air chaud et une arrivée électrique à cet endroit-là. En continuant sur la droite, on a des petits rangements vide-poche et un extincteur CO2 facilement accessible. On accède aussi au moteur par ce côté-là et aussi par la cabine bâbord. Il y a deux étagères très solides dans lesquelles on peut stocker des grosses caisses, tout un tas de bazar, de caisses à outils, etc.
Dans les coffres, on va retrouver la pompe à eau douce avec régulation électronique qui est vraiment plus silencieuse que les pompes classiques. On a un filtre à charbon et à côté, bien calé, on a le chauffe-eau qui donc peut être branché sur le moteur ou en 220 volts. Au-dessus de tout ça, bien protégé de l'eau et des chocs, on a un convertisseur 800 watts de chez Victron, on a un chargeur de quai 20 ampères, derrière on a le régulateur du pilote et la pompe de mer de secours. Juste à gauche, on a la partie 220 volts avec un différentiel et des disjoncteurs. On a aussi un contacteur qui permet de sélectionner d'où vient le 220 volts à envoyer dans les prises. Donc ça peut être depuis le convertisseur de Victron, depuis les batteries, ou depuis directement la prise de quai. Sur bâbord, en rentrant, on a la table à cartes qui est d'un grand format appréciable pour bosser avec les cartes papier ou un ordinateur portable. Sur cette table à cartes, on va avoir un ordinateur de bord dans un boîtier étanche avec son écran de 17 pouces déporté, donc ça craint pas l'eau et les projections d'eau de mer. Euh, Il y a pas mal d'espace de rangement entre les petits équipés et la table. On va avoir tous les interrupteurs et les fusibles à cet endroit-là. Derrière, on a tout le réseau NMEA 2000, donc l'électricité en 12 volts et les fusibles. Dessous, on a une prise en 220 volts qui peut être pratique. Donc tout a été refait à 100% au niveau électricité sur ce bateau, tout comme la plomberie d'ailleurs. La visite touche à sa fin avec la cabine arrière-bâbord et son lit double, sous lequel on a stratifié un coffre et qui contient les batteries lithium. Avant, à l'origine, les batteries au plomb étaient stockées dans les coffres à l'arrière, à l'extérieur. Donc on avait un équilibre vraiment mauvais, avec un poids énorme sur l'arrière du bateau, en plus de se prendre toutes les projections d'eau. Ici, on a deux coupes-circuits, plus le disjoncteur du gain d'eau qui se trouve là, très facilement accessible. En jaune, on a des batteries lithium de 200 ampères en 12 volts. On a des boîtiers, donc le BMS, le régulateur de l'alternateur, des coupes-circuits. On trouve aussi deux régulateurs MPPT pour les panneaux solaires, le régulateur de charge MOSFET pour les batteries, le chein de Victron et le coupleur de batterie qui permet de démarrer le moteur sur les batteries lithium si besoin. Il y a un coupleur parce que derrière, j'ai pas filmé, mais il y a une batterie au plomb classique qui permet d'encaisser les surcharges, etc. Quand la batterie lithium est déconnectée. J'ai pas encore parlé de la partie électronique qui est montée sur un réseau NMEA 2000 en Garmin principalement, sur lequel on retrouve le pilote dernier cri, le GPS, un transpondeur, donc émetteur-récepteur, hein, un anémomètre à ultrasons de LCJ là, fabriqué à Nantes, un sondeur, speedo, température de l'eau, température de l'air, l'humidité, un baromètre, et tout ça est relié à l'ordinateur de bord, et on peut avoir toutes ces informations soit sur l'écran, soit en Wi-Fi sur une tablette, etc. Ou sur les répétiteurs Garmin qui sont à l'extérieur. Le pilote, lui, c'est un vérin hydraulique Lecomble et Schmitt, donc un peu surdimensionné pour le bateau. On était entre deux tailles aussi, on a préféré choisir la taille au-dessus. Il peine pas du tout, très très silencieux, il fonctionne vraiment bien. La partie électronique, donc c'est du Garmin avec son écran au niveau de la barre à roues et une télécommande qu'on peut trimballer avec nous n'importe où, mais que je laisse principalement moi à la table à cartes pour diriger le bateau. Dans les fonds du bateau, on trouve un anti-fouling électronique avec deux sondes à ultrasons. Au niveau du moteur, on est sur un Volvo Penta MD 2030D de 28 chevaux, année 2004. Il a 1600 heures au compteur, très bien entretenu, il n'a aucun problème. Je l'ai bichonné comme jamais. J'ai rajouté un filtre à eau de mer, un filtre à gasoil, centrifuge sans papier, comme on me l'a conseillé pendant des stages diesel. Il est relié au chauffe-eau par les deux tuyaux bleus. Et au fond, on peut apercevoir l'alternateur d'arbre, qui est vraiment très très utile en navigation, en particulier de nuit. Le réservoir de gasoil, lui, il est juste derrière le moteur. C'est un réservoir en inox de 90 litres. Dans la descente, on retrouve le tableau de démarrage du moteur avec son contour, la jauge d'essence et la température du liquide de refroidissement. On a aussi les boutons qui permettent de contrôler l'alternateur d'arbre et voire même de désactiver l'alternateur du moteur s'il y a des soucis. On a aussi à gauche la balise EPIRB si besoin. La peinture de coque a été refaite entièrement, donc évidemment le jaune n'est pas d'origine. Il y a eu 4 couches de peinture bicomposant, plus 2 couches de primaire avant. Tout l'accastillage avait été démonté et on avait tout remastiqué bien comme il faut avant de repeindre.
En 2016, un traitement anti-osmose avait été effectué avec ponçage intégral de la coque et 4 couches de VCTAR par-dessus dans les conditions d'humidité recommandées. Et malgré ça, cette année, donc en 2024, des minuscules bulles d'osmose ont fait leur apparition un peu partout au niveau de la carène. Donc c'est des bulles vraiment minuscules de entre 1 et 2 mm de largeur sur un demi-millimètre de profondeur. Donc rien d'inquiétant, mais c'est à signaler. Donc voilà pour cette visite. Je pense qu'il y a beaucoup de points qui n'ont pas encore été abordés, notamment ce génois qui est vraiment magnifique et qui fonctionne à merveille sur ce bateau. Et voilà, plein de petits détails à droite à gauche dont regorge ce bateau qui est vraiment exceptionnel. Nous on aimerait qu'il continue de naviguer encore très 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 longtemps.